Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode un petit peu double emploi. Je vous propose de voir ensemble comment reconnaître les différentes constellations observables depuis l'hémisphère nord, on va dire en gros d'une latitude entre 35 et 50 degrés de latitude nord, donc le Maghreb, toute l'Europe, mais également bien évidemment nos amis du Québec. Et je vous propose un épisode double usage, c'est-à-dire que la première partie de l'épisode va être permanente. Nous allons nous intéresser à reconnaître une, deux ou trois constellations et donc quelques objets du ciel profond intéressants. Et la deuxième partie sera simplement consacrée aux éphémérides concernant la semaine de parution de cet épisode. Donc, lors de la semaine de parution, le titre de l'épisode sera relatif aux éphémérides, donc cette semaine du 2 au 9 avril 2021. Et au bout d'une semaine, l'épisode sera renommé, la miniature sera modifiée de façon à laisser cet épisode consacré strictement aux constellations. Et donc cette semaine, je vous propose les constellations du Lion, du Petit Lion, aussi appelé Lionceau, et de la constellation du Sextant. Ces trois constellations peuvent être observées à la nuit tombée, au moment du crépuscule nautique, donc le soleil est à 12 degrés en dessous de l'horizon. Alors je me suis basé sur le centre géographique de la France métropolitaine, mais globalement, il ne va pas y avoir de variation énorme considérant votre localisation géographique. Et donc ces trois constellations seront encore observables, bien évidemment, quelques semaines, voire mois, mais de plus en plus à l'ouest au fur et à mesure des semaines. Donc en l'espace d'un an, nous allons parcourir 62 constellations sur les 88. Nous n'allons pas nous intéresser bien évidemment aux constellations de la partie véritablement sud de la voûte céleste, puisque nous ne pouvons pas les observer et que cette chaîne s'adresse essentiellement au monde francophone, plutôt voilà, de l'hémisphère nord, même si on a des petites salutations pour nos amis par exemple de la Réunion ou de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, je vous propose donc un nouveau format, avec la première partie qui est permanente et la deuxième partie qui est donc temporaire, qui est valable une semaine. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Je vous propose donc de commencer notre série Apprendre les constellations avec trois constellations très importantes. En tout cas, la première est très importante, il s'agit de la constellation du Lion. Et donc effectivement, en cette période de l'année, donc à savoir par exemple le mois d'avril, elle est observable au sud et éventuellement sud-est. Donc en fait, vous allez la reconnaître assez facilement pour la très bonne et simple raison que vous avez une étoile très brillante en son sein. Il s'agit de Régulus. Donc étoile très brillante et qui est globalement la plus brillante dans cette zone du ciel. Faites attention néanmoins à ne pas la confondre avec Procyon de la constellation du Petit Chien. Vous avez Castor et Pollux au-dessus qui vous aideront donc dans la constellation des Gémeaux à la distinguer. Mais surtout, vous allez pouvoir remarquer, en vous orientant plutôt vers l'est, en tout cas pour le début de nuit, que vous avez un triangle avec trois étoiles très très brillantes. Vous avez Spica de la constellation de la Vierge qui est très basse sur l'horizon. Vous avez Arcturus de la constellation du Bouvier qui est encore plus à l'est et un peu plus haute. Et vous avez donc Régulus. Cela fait un triangle donc qui pointe vers la droite, qui pointe vers l'ouest. C'est ce qu'on appelle le triangle du printemps. La constellation du Lion, en réalité, quand on commence à s'approcher, est très facilement identifiable, même en ville avec un ciel très pollué. Elle monte assez haut sur nos latitudes. Vous voyez que là, elle est à 47 degrés de hauteur pour le centre géographique de la France métropolitaine. Et globalement, on a un certain nombre d'étoiles très brillantes qui vont nous permettre de ne pas avoir tellement d'ambiguïté sur la reconnaissance de cette constellation. C'est une constellation qui nous propose effectivement pas mal de choses assez intéressantes avec trois groupes de galaxies, donc des plus faciles aux plus difficiles à observer, voire photographier. Vous avez M65 et M66. Comment les retrouver? Vous partez de la queue du Lion qui est ici et de cette étoile que j'ai pointée, mais aussi d'une autre étoile en dessous qui pourrait matérialiser un petit peu comme une patte arrière donc de notre Lion. Et entre les deux se trouvent donc ces deux galaxies. Il suffira de pointer avec un chercheur point rouge et de remonter un petit peu en haut à gauche pour tomber sur ces deux galaxies M65 et M66.
La galaxie NGC 3628 qui se trouve à côté s'appelle la galaxie du hamburger. Généralement, on arrive assez bien à photographier les trois galaxies en même temps, c'est ce que l'on appelle souvent le trio du lion. Et ces galaxies sont suffisamment étendues pour nous permettre d'en apprécier déjà une petite étendue quand on les observe avec un télescope, mais surtout en astrophotographie de commencer à y révéler pas mal de détails. Donc bien évidemment, vous arriverez à cadrer les trois avec un appareil photo APS-C sur un télescope par exemple de 1000 mm de focale. C'est généralement les instruments usuels pour ce type d'astrophotographie. Le deuxième groupe du Lion se trouve donc un peu plus sur sa droite. On partira en fait de cette étoile donc de la constellation du Lion qui se trouve à mi-chemin entre Régulus et l'étoile que nous avions utilisée pour nous repérer pour trouver le triplet du Lion. Il s'agit d'un groupe de galaxies un peu plus étendu, on pourrait l'appeler le quintuplet du Lion avec M95, M96 et M105. Ce sont des galaxies lenticulaires qui ont moins de détails à proposer. Un peu plus difficile, j'ai envie de dire, à photographier. Elles font partie donc du marathon de Messier, puisqu'on en a 3 qui font partie du catalogue de Messier. Là, bien évidemment, vous pouvez également vous intéresser à ces 3-là. Cible plus difficile, en tout cas plus rarement photographiée, mais très très intéressante, ce qu'on appelle le quadruplet du Lion. Là, vous allez remonter à partir de Régulus vers cette nouvelle étoile de la constellation du Lion, et en fait, en remontant encore à mi-chemin, là, ici, vous avez ce groupe de galaxies assez important. Vous avez donc NGC 3190 et ses acolytes. Ces galaxies, alors là, on n'a pas la prévisualisation dans ce logiciel, mais ces galaxies nous proposent des formes diverses et variées et des beaux détails à pouvoir apprécier avec un télescope, par exemple, de 1000 mm de focale, comme cette photo prise par Pierre-Olivier Castille. Revenons à présent sur une vue plus globale de notre constellation du Lion, et si on commence à monter vers la constellation de la Grande Ourse, nous avons la constellation du Lionceau. Constellation qui est finalement très très mineure puisqu'on a des étoiles qui sont peu lumineuses. On notera quand même une galaxie intéressante, il s'agit de NGC 3344. On arrivera à la trouver avec un chercheur point rouge finalement à partir des 2 étoiles du dos et de la queue du Lion et de ces 2 étoiles que nous avons ici. En réalité, en croisant les 2 droites, on ne devrait pas être très loin de notre galaxie. Sa magnitude apparente n'est pas forcément très très élevée. Nous allons regarder un petit peu ses caractéristiques. En fait, on va voir qu'on est sur une galaxie de magnitude 9,75. Alors, je vous propose un petit défi, puisqu'elle nous présente quand même une belle galaxie spirale visible finalement par le dessus. Je vous propose un petit défi qui consiste à la photographier et à nous poster le résultat sur le groupe Facebook de la chaîne Astro. Venons-en maintenant à la 3e constellation de notre découverte de cette semaine, avec la constellation du Sextant qui se trouve en dessous et qui se trouve entourée par la constellation de l'Hydre. Donc bien évidemment c'est une constellation également mineure, et donc là on n'aura pas forcément grand chose à aller y chercher. Néanmoins il y a une galaxie qui est assez intéressante et peu connue, il s'agit de Sextant A. Cette galaxie, également nommée UGC A205 ou PGC 29653, etc., vous avez les références, de magnitude 11,97, c'est-à-dire très très peu lumineuse, est une galaxie intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de notre amas local, c'est-à-dire le groupe de galaxies dont font partie la Voie lactée, les grands et petits nuages de Magellan, la galaxie du triangle M33, les galaxies d'Andromède M31, M32 et M110. Donc nous sommes sur une galaxie qui est entre guillemets relativement proche de nous, la distance est de 4,31 millions d'années-lumière, et donc vous pouvez éventuellement vous intéresser à cette galaxie en astrophotographie. C'est plutôt une cible pour les astrophotographes déjà expérimentés et avec un bon ciel, parce qu'il s'agit d'une galaxie irrégulière et en réalité on n'en a pas tant que ça qui sont observables depuis l'hémisphère nord. Vous avez par exemple aussi la galaxie de Barnard qui peut être observée cette fois en été. Je vous propose donc d'aller photographier cette galaxie et pourquoi pas de venir nous la poster donc sur le groupe de la chaîne Astro, donc le groupe Facebook de la chaîne Astro. Voilà, nous allons terminer donc ce petit tour de ces 3 galaxies qui nous permettent de commencer cette série sur la découverte des constellations. Je terminerai avec une dernière anecdote à propos de Régulus. Régulus est donc une étoile qui se situe finalement extrêmement proche de l'écliptique, c'est-à-dire
la trajectoire du mouvement apparent du Soleil sur la voûte céleste. Ça correspond donc au plan d'évolution, bien évidemment, de la Terre autour du Soleil. Sachez que les astronomes, astrologues des sociétés anciennes connaissaient déjà très bien cette étoile Régulus et savaient calculer avec une précision assez incroyable les jours d'occultation de Régulus par le Soleil, alors que bien évidemment il était impossible de faire une telle observation. Mais néanmoins ils savaient calculer avec une très grande précision donc la trajectoire du Soleil dans l'année. On notera qu'il y a par période, ça dépend bien évidemment des évolutions du plan donc d'évolution de la Lune, mais il y a des périodes où nous avons des possibilités d'occultation de Régulus par la Lune, comme c'est le cas aussi donc une possibilité d'occultation de l'étoile Aldébaran de la constellation du Taureau. Donc ça, bien évidemment, quand ce sera le cas, quand nous en parlerons dans les épisodes d'éphémérides. Voilà, donc ainsi s'achève notre première partie de cet épisode, donc la partie permanente, bien évidemment, qui sera encore valable voilà, pour les semaines à venir, pour les années à venir. Donc je suis bien conscient qu'avec simplement une partie de vidéo comme ça, vous n'allez pas forcément faire grand chose le jour où vous allez aller sous la voûte céleste proprement dite. Je vous ai simplement donné quelques points de repérage et puis surtout des idées d'objets à observer ou à photographier. Alors pour pouvoir continuer justement dans cet apprentissage, je vous renvoie à deux choses. La première chose, c'est mon épisode « Comment constituer un atlas de cartes du ciel » gratuitement sur la base de ressources disponibles gratuitement sur internet. Donc c'est la miniature que vous trouvez ici à côté de moi et je vous mets le lien cliquable et donc là vous pouvez aller récupérer pas mal d'atlas du ciel différents, les imprimer et donc constituer voilà, des cartes papier à pouvoir emmener sous le ciel avec une lampe rouge. La deuxième possibilité bien évidemment c'est mon épisode de découverte du ciel de printemps dans lequel je vous montre l'ensemble donc des constellations du ciel de printemps avec des photos d'objets, mais surtout une vidéo qui est faite sur la base d'un panorama 360 réel et qui vous permet d'éduquer finalement votre œil à la reconnaissance des constellations sans avoir les points de repérage d'un logiciel comme Sky Safari, que je vous invite bien sûr à télécharger, mais vous en avez ensuite bien évidemment d'autres de logiciels de cartes du ciel. Et donc voilà, pour vous permettre de mieux appréhender la voûte céleste. Voilà, donc si vous n'êtes pas intéressé par la partie éphéméride, bien évidemment, vous pouvez achever ici votre lecture de cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit mot dans l'espace commentaire, à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner si ce n'est déjà le cas. Et puis si la partie éphéméride vous intéresse, eh bien restez, c'est tout de suite. Deuxième partie de notre épisode, je vous propose de retrouver l'écran splitté en 4 de façon à pouvoir vous montrer toutes les informations nécessaires donc à nos éphémérides. Cette semaine, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent, donc profitons-en et on espère que la météo sera de la partie. Je vous propose de commencer par un petit rappel justement de ce bandeau inférieur que vous pouvez voir. Je l'ai un peu repris, j'ai supprimé quelques colonnes qui n'étaient pas forcément pertinentes à vous montrer et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez y voir. Premier groupe de colonnes, bien évidemment, il s'agit du calendrier grégorien avec le numéro de la semaine. Nous sommes semaine 14. Alors, maintenant, ensuite, vous avez deux autres colonnes, le crépuscule et l'aurore nautique pour Paris. Il s'agit donc d'une extraction que je récupère sur Internet qui nous donne l'heure civile, attention, on n'est pas en heure GMT, donc du crépuscule nautique, c'est-à-dire le soleil est à 12 degrés en dessous de l'horizon. C'est à partir de ce moment-là que l'on peut reconnaître correctement l'ensemble des constellations, faire la mise en station et faire la mise au point donc d'un instrument, et donc commencer une soirée d'observation ou d'astrophotographie. Et donc vous avez l'heure du crépuscule nautique le soir et de l'aurore nautique le matin. Ensuite vous avez deux autres colonnes qui correspondent aux heures du lever et du coucher de la Lune, mais pour la soirée. Et la même chose c'était pour la soirée pour ce qui était des crépuscules. Donc ça correspond à l'heure, par exemple 1h34, le lever de la Lune ce soir, et 10h57 c'est le coucher de la Lune demain matin, c'était pas celui du jour en question. Donc ça correspond, ce qui nous intéresse c'est effectivement de calculer l'impact de la Lune. Pour donc cette soirée d'observation, vous avez un petit pictogramme qui vous indique donc la phase lunaire
actuelle pour aujourd'hui, donc ça nous donnera une assez bonne idée globalement de la configuration. Vous comprenez que si elle est illuminée par la gauche, et vous allez le voir, voilà, on va aller sur le premier quartier cette semaine. La colonne suivante correspond au coucher ou au lever de la Lune relativement au crépuscule nautique. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc dans la colonne de gauche, il s'agit du lever. Ça signifie par exemple que cette nuit, la Lune va se lever 4 heures après le crépuscule nautique. Donc vous avez 4 heures d'observation ou d'astrophotographie sans aucune gêne donc de la part de la Lune. Et après ça, la Lune va commencer à se lever. Alors techniquement, il y a un tout petit peu de halo de lumière avant qu'elle ne franchisse l'horizon. Et vous avez encore une petite demi-heure, en tout cas pour de l'observation, peut-être de l'astrophotographie si vous êtes en train de viser de l'autre côté, etc. Voilà. Et la deuxième colonne, donc, ça correspond au coucher de la Lune, si la Lune est déjà levée au moment du crépuscule nautique, et si la Lune, donc, se couche après. On vous indiquera non et non, comme c'est le cas les 8 et le 9, si la Lune finalement ne sera pas du tout présente pendant les phases donc, entre les crépuscules et l'aurore nautique. Donc c'est l'idéal pour pouvoir faire une soirée, une nuit blanche d'observation ou d'astrophoto, comme notamment pour le marathon de Messier. C'est pour ça que ça va être le cas du marathon de Messier à partir du 9 avril. Là. Et enfin, donc, on va pouvoir déterminer, alors je vous indiquerai également quand on aura une situation où la Lune sera finalement levée pendant toute la nuit, rendant les observations du ciel profond problématiques. Le programme de la soirée est donc la conséquence de cela, et donc effectivement vous comprenez que sur cette période où la Lune ne se lève qu'au minimum 4 heures après le crépuscule nautique, on va pouvoir faire du ciel profond. Je vous ai mis également la colonne correspondant à la configuration des passages de la Station spatiale internationale au-dessus de la France métropolitaine, j'insiste. Donc il y a quelques variations pour les autres pays autour de la France métropolitaine comme la Belgique, la Suisse, etc. Par contre, pour nos amis du Maghreb, pour nos amis du Québec, etc., là, bien sûr, je vous renvoie clairement au site Heaven Above. De toute façon, vous devez aller sur le site Heaven Above pour rentrer votre localisation géographique et avoir le détail des passages, mais surtout la carte de la voûte céleste avec le passage de l'ISS. Donc là, vous comprenez que là, cette semaine, par exemple, on a encore 3 jours avec des passages donc en début de soirée, et puis après ça, ce ne seront que des passages de jour, donc peut-être éventuellement des possibilités de transit devant le Soleil, et il y a des applications qui vous permettent de calculer ça. Malheureusement, le site calsky.com n'existe plus. Sur la partie droite donc de notre tableau toujours inférieur, vous avez l'observation de la Lune. On correspond, là on est toujours sur des observations que vous pouvez faire quelle que soit votre localisation géographique et finalement un peu quel que soit votre matériel, puisque l'ISS se voit à l'œil nu, et la Lune peut s'apprécier avec une paire de jumelles ou un télescope même pour enfants. Donc là, bien évidemment, avec ces détails lunaires, on va s'intéresser à plus d'informations, et donc je vous propose de continuer avec cette partie. Et on va s'appuyer pour cela donc sur les détails lunaires, donc les épisodes notamment de Laurent Oumar. J'ai néanmoins rajouté quelques différents cratères et quelques donc points caractéristiques à observer sur la surface de la Lune, et donc qui vous permettront aussi d'avoir d'autres zones, parce que effectivement notre cher ami Laurent, il sort des épisodes de temps en temps, mais il ne va pas quand même nous sortir un nouvel épisode chaque semaine. Donc je vous ai rajouté quelques petites autres choses assez sympathiques. Donc vous l'avez compris, nous sommes sur la phase où nous arrivons sur le dernier quartier, donc la Lune sera à observer au petit matin et en début de matinée, bien évidemment, en faisant attention à la présence du Soleil, mais la Lune, vous savez, est observable en pleine journée. Vous avez même un tutoriel sur la chaîne pour voir comment la photographie en pleine journée et finalement soustraire la lumière du jour de façon à obtenir une image beaucoup plus contrastée. Donc effectivement, ce vendredi 2 au matin, nous avions 3 zones entre Sabine et Moltke, la zone d'atterrissage d'Apollo 11, donc les 3 dorsas, le dernier épisode sorti par Laurent, et Théophilus, Cyrillus et Katharina. Donc tout ce petit monde sera illuminé par la gauche, avec donc des ombres et des éclairages différents. Samedi 3 au matin, vous avez la Imaginius. Donc voilà, globalement, voilà, on est aux alentours de 6h30 du matin avant le lever du soleil, mais vous pouvez l'observer un peu plus tard. Vous avez le dernier quartier le dimanche 4 avec la vallée alpine et le cratère Platon. Lundi 5, vous avez le mur droit, Ératosthène. Vous avez également à ce moment-là, puisque c'est juste à côté, donc la reine de Stadius et Tycho qui sont observables.
Mardi 6, vous avez le Monteripheus et Bulliadus qui correspond à la partie gauche de la mer des Nuées. Mercredi 7, vous avez les cratères Kepler et Gassendi. Et enfin, jeudi 8, vous avez Aristarque, le phare sur la Lune, et donc Marius Hills et Rainer Gamma qui seront observables. Vendredi 9, plus de détails. Alors on notera quand même que mercredi 7 et jeudi 8, là on commencera à nous approcher des fins croissants. Et donc là, globalement, on est plutôt sur des observations vraiment en journée. Ça devient vraiment très très bas. Je vous propose de continuer avec d'autres phénomènes observables, même si vous habitez en ville. Alors, ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais on va pouvoir voir. Alors, la première chose, nous allons nous intéresser à la nova qui vient d'apparaître dans la constellation de Cassiopée, juste à côté donc de l'amas ouvert M52. Nous l'avons observé pas plus tard qu'hier soir, donc jeudi, sur Twitch, sur un live de la chaîne Astronico, donc je salue mon copain Astronico. Donc il s'agit d'une nova de magnitude 7,7. Alors qu'est-ce que c'est qu'une nova? Il s'agit d'une étoile naine blanche qui absorbe de la matière d'une étoile de type géante rouge. Donc c'était un couple d'étoiles binaires que l'on connaissait déjà, avec un principe d'occultation, mais là le rapprochement entre les deux se fait d'une telle manière qu'il y a absorption de matière, et avec tous les phénomènes très violents au niveau gravitationnel qui se passent notamment, etc., eh bien vous avez une élévation de la température de cette matière, et donc une quantité de lumière très importante qui est émise. Donc résultat, on a un ensemble qui va être observable sous la forme d'une étoile brillante, et qui va ensuite rediminuer au bout de quelques semaines. Alors pour aller observer ce petit monde, on va bien évidemment chercher la constellation de Cassiopée après le coucher du soleil. Vous connaissez la technique avec le marathon de Messier, et vous allez pointer au nord-ouest. La constellation de Cassiopée forme un W, et on prendra la branche donc inférieure à partir de alpha de Cassiopée et bêta de Cassiopée pour aller sur M52 ici. Notre nova donc se trouve par ici, là à peu près. Je vous la pointe avec le logiciel Sky Safari, et bien évidemment c'est pas forcément évident de la trouver à partir de ça. Donc si vous prenez une photo avec le cadrage que je suis en train de vous montrer, vous l'aurez dans votre photo, il n'y a pas de problème. Je vous mets une photo justement prise par Nicolas, et je vous ai entouré la nova dessus, et vous avez un lien dans la description pour la trouver. Alors je vous ai mis dans le bandeau là la référence proprement dite de l'étoile, elle est connue, donc certains logiciels, si vous tapez cette référence, vous permettront de pointer directement dessus, et avec le GoTo ça marchera. Après vous avez les coordonnées aussi que je vous mets dans la description. Deuxième phénomène assez étonnant et qu'il convient de souligner actuellement, il s'agit d'une supernova dans la galaxie NGC 3310, comme le Nokia, donc de la constellation de la Grande Ourse. Alors il va falloir la trouver, c'est pas toujours évident, surtout quand on est avec ce logiciel là, les coordonnées Altaz. En coordonnées équatoriales, c'est peut-être un petit peu plus facile de se repérer, on reconnaît bien la forme de la grande casserole, de la Grande Ourse. Et là, vous comprenez, en fait, en nous approchant, que vous avez M108, M97 et NGC 3310 se trouvent ici. Alors, elle ne sera pas forcément évidente à trouver. Il va falloir, avec une méthode de cheminement, aller la retrouver. Mais attention, on n'est pas sur une supernova observable. Elle est de magnitude 15,1, donc elle est moins lumineuse que Pluton. Par contre, elle sera photographiable, et en fait on l'a vu avec Astronico en live donc hier soir, qui nous l'a photographié. Donc il s'agit de la supernova donc 2021 GMJ. Donc une supernova, il s'agit de l'explosion pour sa fin de vie d'une étoile de type géante rouge dont la masse est supérieure à 8 fois la masse de notre Soleil. Alors on notera que cette galaxie, donc NGC 3310, se trouve à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Quand on considère que ça fait à peu près 20 ans, après il y a quelques spécialistes qui le faisaient avant, mais en gros à peu près 20 ans que les astronomes amateurs sont en mesure d'avoir un instrument d'observation et un appareil photo numérique ou une caméra pour pouvoir photographier ce phénomène au regard des 55 millions d'années qu'il a fallu à la lumière de cette supernova pour nous parvenir. Il y a quelque chose d'absolument gigantesque, complètement fou, qui fait donc bugger notre cerveau, et d'ailleurs ma langue fourche. Voilà, alors je vous propose de continuer donc nos éphémérides avec les planètes. Alors Uranus, vous avez noté qu'elle commence à devenir franchement très très basse.
et donc bien évidemment elle sera encore observable, mais voyez, vous êtes à 10 degrés au-dessus de l'horizon au moment du crépuscule nautique, clairement c'est la fin. Mars continue son périple dans le Taureau après être passé à côté de l'amas des Pléiades, donc M45, de l'amas des Hyades, et donc elle continue en direction de M1, la nébuleuse du Crabe. On notera que la magnitude apparente de Mars est à peu près similaire à celle d'Aldébaran, ne faites donc pas de confusion entre ces deux astres, et on notera que son diamètre apparent est devenu de plus en plus petit, donc là clairement n'attendez plus de détails pour ce qui est de chercher à observer Mars. Il y en a quelques-uns qui ont photographié Mars ces derniers jours, et c'est même presque un petit exploit de continuer à observer quelques détails. Les autres planètes du système solaire sont observables donc à l'horizon plein sud-est, donc vers 6h30 du matin avant le lever du soleil. On notera donc ce bel alignement entre ces planètes, même si elles ne sont pas forcément toutes observables à l'œil nu. Je parle de Pluton, bon, planète naine bien évidemment. On notera par contre qu'au fur et à mesure des jours de notre semaine, on a quand même quelques rapprochements intéressants. Donc lundi 5, vous avez un rapprochement avec la Lune. Par contre, bon courage, vous n'arriverez pas à l'observer, ni même à la photographier, parce que là c'est quand même très très bas, quoique. Donc mardi 6, vous avez un rapprochement avec Saturne. Mercredi 7, un rapprochement avec Jupiter, mais vous voyez que ça commence à devenir franchement très très bas. Et enfin, on amène au donc vendredi 9 un rapprochement avec Neptune, là clairement inobservable. Vous noterez donc que ces planètes là se trouvent avec ensuite donc Mercure, Vénus qui vient de passer donc sa conjonction supérieure, et Uranus qui va bientôt passer son opposition. Vous remarquez que toutes nos planètes se retrouvent finalement de ce côté-là. Alors j'aimerais vous présenter maintenant une petite évolution dans la présentation de nos planètes. Vous avez donc bien évidemment la vue des planètes avec leur diamètre apparent, donc que je trouve sur le site astrofiles.net, mais j'y ai rajouté en dessous une représentation de l'élongation. Donc ça provient du site la PGI page perso là, sur Orange. Je vous mets les liens dans la description à la limite si ça vous intéresse. Donc la perception de l'élongation des planètes. Et désormais vous aurez systématiquement cette présentation à côté de moi. Elle vous permet de repérer d'un premier coup d'œil quelles sont les planètes observables donc sur notre période. Vous avez donc en bas le graphe qui correspond finalement au mois dans l'année. Et vous avez les traits des différentes planètes avec leur évolution angulaire par rapport au Soleil. Vous pouvez voir sur la gauche donc le Soleil, le trait correspondant à Mercure, puis à Neptune. Donc Neptune n'apparaît pas, pardon. Ensuite Jupiter, Saturne. Et vous pouvez voir quand on continue de parcourir, donc si je continue de parcourir notre écliptique, eh bien vous allez voir Mars et Uranus n'apparaît pas bien évidemment, et là vous avez Vénus, donc beaucoup plus à droite. Vous comprenez donc que la partie la plus à droite de notre graphe correspond à ce qui est observable, donc c'est ce qu'on appelle l'élongation est, et c'est ce qui est observable juste après le coucher du soleil, et la partie à gauche correspond à ce qui est observable au petit matin, et au milieu, 180 degrés, c'est le moment de l'opposition de nos planètes supérieures. Donc en fait, avec ce repérage et avec ce graphe-là, vous savez tout de suite identifier quelles sont les planètes observables maintenant, ou en tout cas en quelle phase de la nuit. Donc voilà, prenez l'habitude de cette représentation. Elle n'est pas toujours représentée comme ça, en fait j'ai fait quelques petites permutations dans l'image, mais ça vous permettra de vous aider. Donc désormais vous aurez cette présentation pour la position de nos planètes. Continuons donc maintenant avec encore une petite parenthèse sur le ciel profond et les comètes. Alors j'ai classé bien évidemment les comètes et les étoiles filantes dans cette dernière colonne. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les étoiles filantes et les comètes sont très rarement, sauf exception de la comète Neowise, très rarement et très difficilement observables en ville. Et globalement, le ciel profond est toujours un petit peu plus difficile. Donc cette dernière colonne correspond plus à du ciel voilà, en dehors des villes, du ciel de campagne, du ciel de montagne, etc., du ciel de vacances. Alors je vous propose déjà ce week-end, c'est le week-end précédent du dernier créneau du marathon de Messier de cette année. Alors on aura bien compris que les tout premiers objets du catalogue de Messier, si vous regardez la configuration, donc M77 là ici, donc dans la baleine, là c'est terminé bien évidemment. M33 ça devient quand même très très difficile. Dans les poissons vous avez M74, elle n'est plus possible. M79, très difficile mais possible. Franchement, 6 degrés au-dessus de l'horizon, c'est faisable un amas globulaire. Mais il faut vraiment, voilà, il faut un bon télescope et puis il faut un ciel parfaitement dégagé.
Donc, vous avez bien compris, ce week-end, on répète le début du marathon de Messier pour éventuellement le week-end prochain. Même si, bien évidemment, on ne sera pas en mesure de faire les 110 objets du catalogue de Messier, donc cette année, en tout cas sur ce week-end. Alors, je vous propose pour ceux qui débutent, bien évidemment, des petits objets à observer. Alors, vous avez les objets que nous avons vus dans la partie permanente de cet épisode, donc ça ce seront pour les observateurs et les astrophotographes. Je vous propose un objet facile pour les débutants et aux jumelles, M44, donc l'amas du Cancer. Vous avez Castor et Pollux ici bien repérables de la constellation des Gémeaux, vous avez Régulus de la constellation du Lion, et vous faites finalement une espèce de mi-chemin entre les deux, et là vous allez trouver ce groupe d'étoiles, facilement observable finalement, même avec une paire de jumelles, voire même visible à l'œil nu. Un deuxième objet un peu plus difficile, M67, se trouve un petit peu au-dessous et vous permettra aussi de vous amuser. Vous avez bien évidemment toutes les constellations du ciel d'hiver encore observables, avec mes épisodes donc, de parcours des constellations. Alors je vous propose d'ailleurs de renommer ces épisodes comme étant une balade virtuelle sous un ciel bien réel. Enfin, je vais trouver un titre comme ça. Donc, ces épisodes étaient trop longs pour apprendre à reconnaître les constellations, mais néanmoins sont des balades photographiques sous le ciel, et donc vous pouvez aller vous y référer. Voilà, on termine avec le soleil, petite capture écran donc, du site Space Weather Live. Alors, niveau tâche solaire, ça n'a pas l'air d'être la folie aujourd'hui. Par contre, vous pouvez en avoir qui apparaissent. Le soleil commence à reprendre un petit peu d'activité. Je rappelle que le soleil ne s'observe qu'avec un filtre de pleine ouverture, donc de type astrosolar, dédié à cet effet. Jamais d'observation en direct, bien sûr. Donc avec des instruments faits pour le soleil au final. Et les observateurs donc, qui observent avec des instruments de type H-alpha, là peuvent commencer à observer des protubérances de plus en plus importantes. Vous avez des applications comme SDO qui vous permettent de voir le soleil en temps réel photographié depuis ces satellites avec des résultats assez bluffants, même supérieurs à ce que l'on pourrait observer dans nos télescopes amateurs H-alpha. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, surtout ce nouveau format vous aura plu. Vous voyez que vous avez quand même pas mal de nouveautés. Je suis en train de réfléchir, voir si on peut le faire évoluer un petit peu. Mettez-moi dans les commentaires votre avis sur ce format, donc un peu double usage. Une première partie permanente et définitive, une deuxième partie temporaire, et donc l'ensemble nous permettra de pouvoir continuer à apprendre à observer le ciel, reconnaître les constellations, etc. et finalement continuer à mieux exploiter votre instrument. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, déposer un petit like, un petit message, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, logiquement ce week-end pour l'épisode du week-end. Merci, au revoir.